Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous passons au troisième chapitre qui va porter sur les modèles de prévision ou d'anticipation du taux de change. Certes, lors des séances précédentes, nous nous sommes intéressés au marché de change, mais nous nous sommes aussi intéressés au cours de change et ses différentes formes. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux déterminants du cours de change, ou encore, on se demande quelles sont les variables explicatives du taux de change ou du cours de change. L'objectif principal, c'est d'avoir une idée sur les possibilités de prévision et par la suite les meilleures modalités de couverture contre le risque de change. Je reviendrai sur cette idée la séance prochaine, le lien entre les anticipations du cours de change et les méthodes de couverture contre le risque de change. Mais avant d'en arriver là, aujourd'hui, je m'intéresserai essentiellement aux variables explicatives du cours de change. Pour ce faire, je commencerai par une première approche de détermination du taux de change, c'est l'approche monétaire. Alors là, qu'il est les fondements de cette approche monétaire, ou qu'il est le principe global de cette approche monétaire. Cette approche considère le taux de change comme une variable monétaire qui doit être déterminée par d'autres variables monétaires. Je répète, l'approche monétaire du taux de change considère ce dernier, c'est-à-dire le taux de change, comme une variable monétaire qui est censée être déterminée par d'autres variables monétaires. Alors, si je vous pose la question suivante, quelles sont les variables monétaires que vous connaissez? Dites-moi quelles sont les variables monétaires que vous connaissez. Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, très bien. Le taux d'intérêt, c'est une variable monétaire, exact. L'autodirecteur. L'autodirecteur. Quel taux directeur? Appelé par la banque. De refinancement. Alors, donnez-moi les taux ou les variables monétaires les plus simples que vous connaissez. Effectivement, vous m'avez donné une première variable qui est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est effectivement une variable monétaire. Oui. La masse monétaire. Exact, la masse monétaire. Que ce soit sous la forme M1 ou M2 ou M3, on parle d'une variable monétaire. Donc, la masse monétaire, c'est une variable monétaire. Oui. Le taux d'inflation. Le taux d'inflation, très bien. Une autre variable monétaire, évidemment, c'est le taux d'inflation. Alors, si je reviens à l'approche monétaire, donc j'ai dit son principe, il est très simple. Il considère le taux de change ou le cours de change comme une variable monétaire qui doit être déterminée ou qui dépend d'autres variables monétaires. Il se base essentiellement sur deux théories ou sur deux relations. La première théorie ou la première relation, c'est la parité du pouvoir d'achat, la relation de la parité du pouvoir d'achat. Et la deuxième, c'est la relation de la parité du taux d'intérêt. Alors, on va commencer par la première relation. La première, je dirais, ou le premier fondement de base de l'approche monétaire. Le premier fondement,
c'est la relation de la parité du pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce qu'il stipule, cette parité du pouvoir d'achat? D'une manière très simple, et on y reviendra par la suite, il stipule la chose suivante. Il stipule que les fluctuations du cours de change s'expliquent essentiellement par l'évolution des prix. Et dans ce cas-là, on va se demander de quel type de prix s'agit-il. Donc là, il s'agit des prix domestiques et des prix à l'étranger. Donc je répète, la relation de la parité du pouvoir d'achat stipule ou indique ou montre que l'évolution du cours de change s'explique essentiellement par l'évolution des prix domestiques et des prix à l'étranger. Voilà le principe de base de la relation de la parité du pouvoir d'achat. Alors là, cette relation de la parité du pouvoir d'achat, avant de donner ces différentes formes, et avant de donner, évidemment, ces formules de calcul, il convient de préciser qu'à l'origine de la parité du pouvoir d'achat, nous avons ce qu'on appelle la loi du prix unique. Alors là, qu'est-ce qu'on entend par la loi du prix unique? La loi du prix unique indique que sous certaines conditions, un même bien doit être vendu, évidemment, avec un même prix, ou encore une autre façon de dire les choses, lorsqu'on dispose d'un budget, il doit nous permettre d'acquérir un même bien lorsqu'il est exprimé en deux monnaies différentes. Autrement, si je dispose par exemple de 1000 dirhams, il va me permettre d'acheter une unité du bien A. Et si je convertis les 1000 dirhams en euros, j'aurai à acheter la même unité de ce bien, mais cette fois-ci, on a un prix évidemment étranger. Donc là, nous prenons un exemple simple pour mieux comprendre. Revenons à l'exemple que je viens de vous donner. Supposons que nous avons la chose suivante. Donc j'ai dit, supposons que nous avons la chose suivante. Nous disposons d'un budget de 1000 dirhams. Et nous avons un cours de change S est égal à 10. Donc là, je précise que dorénavant, lorsque je dis S, automatiquement, c'est le cours de change. Et nous avons le prix d'un bien à l'étranger. Le prix d'un bien à l'étranger, il est de l'ordre de combien? Donc là, je vais mettre P étoile. Donc là, P étoile, c'est le prix du bien à l'étranger. Le prix d'un bien I à l'étranger. Si je considère que son prix est de 100 euros, alors quel sera son prix sur le territoire national? Le prix du bien I sur le territoire national? 1000. De 100 multiplié par 10, c'est-à-dire il sera de l'ordre de combien? De 1000 dirhams. 1000 marocains dirhams. Alors là, si je dispose de 1000 dirhams, je peux acheter le bien I sur le territoire national ou en convertissant en euros, j'achèterai le même bien, mais cette fois-ci à l'étranger. Et qu'est-ce que vous constatez? Les 1000 dirhams permettent d'avoir un même pouvoir d'achat. C'est pourquoi en principe on dit la parité du pouvoir d'achat. Les 1000 dirhams me permettent d'acheter le bien I au Maroc et ils me permettent d'acheter le bien I à l'étranger. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la loi du prix unique, qui stipule bien sûr que un bien sera facturé avec un même budget
aussi bien en monnaie nationale qu'en monnaie internationale. Et je précise une autre fois que cela n'est valable que lorsque nous avons un certain nombre de conditions qui doivent être respectées. Alors là, les conditions, en principe, vous avez la première condition, c'est qu'il faut que les conditions de la concurrence pure et parfaite soient respectées ou soient vérifiées. Il ne faut pas qu'il y ait de barrières à l'échange. Il ne faut pas qu'il y ait de coûts de transaction, etc. Et dans la réalité, bien sûr, il est difficile de vérifier ces conditions. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de dégager à partir de la théorie qui sont les variables explicatives de l'évolution du cours de change. Qui sont les variables qui expliquent évidemment l'évolution du cours de change. Maintenant, à partir de cela, qu'est-ce que je peux déjà dégager? Je peux dégager la chose suivante. Je peux dégager que S fois P indice P étoile I. Donc là, s'il vous plaît, vous pouvez écrire mieux que moi. Donc là, c'est très difficile de le faire, en PowerPoint. Bon, là, je peux le faire, je peux passer au MathType, ça va être plus lisible, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc là, si je passe rapidement, si je passe au MathType, c'est bon, vous avez le partage? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Alors, dites-moi quoi est égal S, le cours de change. À quoi est égal S? Prix étranger. Le prix sur le prix étoile. Non, juste dans notre exemple. Qu'est-ce qu'on a pris comme exemple? 10. 10. 10. C'est égal à 10. Quelle est sa signification? 1 euro est égal à 10. 10 dirhams. Ensuite, prenons le prix d'un bien I. Donc là, cette fois-ci, j'ai la possibilité d'écrire correctement. Donc là, ici, le bien, c'est le bien I. Et étoile, chaque fois que je mets étoile, qu'est-ce que ça signifie? À l'étranger. À À l'étranger. l'étranger. Alors, nous avons dit le prix d'un bien I à l'étranger est de l'ordre de combien? 100. 100 100. euros. Très bien. Alors là, nous avons dit que l'équivalent en monnaie nationale, ou bien le bien I doit être vendu en monnaie nationale à quel prix? 1000 dirhams. 1000. Il sera vendu, bien sûr, à 1000 dirhams. Il sera vendu à 1000 dirhams, 1000 marocains dirhams. Donc, je vais mettre les unités pour que ça soit plus clair. Donc là, nous avons 100 euros. Et ici, nous avons 1000 dirhams. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dégager maintenant à travers ces éléments? Je peux dire la chose suivante. Je peux dire que S multiplié par combien? P étoile, S indice multiplié I. par- multiplié par P étoile I, il sera P égal à étoile. combien? PI. Il sera égal à combien? Il sera PI. égal à Pi. PI. Il sera égal à Pi. Alors là, vous avez la loi de base de la parité du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle la loi du prix unique. Donc, c'est sa formule. La formule de la loi du prix unique, c'est la formule suivante. S fois P étoile I, il est égal à combien? Il est égal à Pi. Et partant de là, je dirais que lorsque je dispose d'un budget, ce budget, il peut me permettre d'acheter le bien I au Maroc ou il peut me permettre d'acheter le bien I à l'étranger. Voilà le principe de base. Maintenant, qu'est-ce que je peux dégager à partir de cette formule? Nous, qu'est-ce que nous cherchons à travers ce chapitre? Quel est notre objectif? Le taux de change. Le taux de change. Ce n'est pas le taux de change. D'une manière exacte, qu'est-ce que nous cherchons? Les variables qui déterminent le taux de change. Très bien, les variables qui déterminent le taux de change ou les variables qui déterminent le cours de change. Donc ici, je m'intéresse aux déterminants ou bien aux variables explicatives du cours de change. Donc, qu'est-ce que je peux écrire à partir de
à partir de l'équation que vous avez en haut. Je peux écrire que S est égal à combien? PI PI sur PI P étoile. divisé par Égal à pi étoile I est égal à pi, pardon, il est égal à PI. Sur P étoile. Et sur P étoile. Donc, CTRL V, la même chose, divisé par combien? P étoile. P étoile. Par P étoile I. Très bien. Dites-moi, S c'est quoi? Cours de change. Le taux de change. Le cours de change. Très bien. Cours de change. Et PI c'est quoi? C'est le Le prix prix domestique. Le prix domestique. Prix d'un bien I. Évidemment, c'est le prix domestique d'un bien I. C'est quoi P étoile I? Le prix de Prix bien à I à l'étranger. l'étranger. À l'étranger. C'est le prix d'un bien I à l'étranger. Très bien. Mais dans la réalité, est-ce que nous produisons uniquement un seul bien I? Est-ce que Non. nous Non, non. Nous produisons Nous plusieurs biens. produisons Est-ce que nous importons des autres uniquement un biens. seul bien I? La réponse est non. Et non. Évidemment, la réponse est non. Et évidemment, pour généraliser, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la chose suivante. S est égal. S sera égal à combien? S sera égal à P S sera égal à P divisé par P étoile. Donc, S est égal à pi. Donc, je vous ai dit P divisé par combien? Divisé par P étoile. À votre avis, c'est quoi P et c'est quoi P étoile? Nous avons dit, nous ne produisons pas uniquement un seul bien. Nous produisons plusieurs biens. Et partant de là, nous avons besoin d'un indicateur de l'ensemble des biens que nous produisons, de l'ensemble des biens que nous consommons. Et partant de là, nous passons du prix d'un bien I à un indicateur des prix. Alors, comment on appelle cet indicateur des prix? ICP, indicateur de consommation. Donc, c'est Très pas d'accord. IPC, c'est IPC. C'est quoi IPC? Indice de prix à la consommation. Très bien. C'est l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation. Bien sûr, l'indice des prix à la consommation est un indice qui permet de mesurer l'évolution des prix d'un panier de biens. Donc, je répète, l'indice des prix à la consommation, son objectif principal est de mesurer l'évolution ou de suivre l'évolution des prix d'un panier de biens. Par exemple, si vous prenez le cas du Maroc, il s'agit de 478 articles, environ 1000 variétés, avec l'année de référence, c'est l'année 2006. Donc là, on suit l'évolution des prix d'un même panier de biens d'année en année. Et à partir de l'indice des prix à la consommation, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer le taux d'inflation. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me donner quelle est la formule de calcul du taux d'inflation? Comment on calcule le taux d'inflation? À quoi est égal le taux d'inflation à l'instant T? Définissez-moi au départ le taux d'inflation. C'est une augmentation générale Je vous écoute. des prix. Comment on définit l'inflation? C'est la diminution générale du L'inflation, c'est la une diminution augmentation du niveau générale général durable des des prix. prix. Donc, ce n'est pas la diminution. C'est l'augmentation L'augmentation générale L'augmentation et générale des durable prix. des prix. Donc, C'est le taux de croissance. l'augmentation générale des prix qui perdure dans le temps. Donc, l'inflation, elle est définie par 3 éléments. Premièrement, une augmentation des prix. Deuxièmement, il faut que cette augmentation soit généralisée. Il faut qu'elle touche à la majorité des biens. Et troisièmement, il faut qu'elle perdure dans le temps.
Et l'inflation, il est mesuré par le taux d'inflation. Et le taux d'inflation lui-même, comment il est défini? Le taux nominal moins le taux réel. Hein? Est-ce que le taux nominal moins le taux réel? À quoi est égal le taux d'inflation? Alors, le taux d'inflation, c'est l'indice du prix à la consommation à l'instant T. Moins l'indice des prix de la consommation à l'instant T moins 1. Donc, moins l'indice des prix à la consommation à l'instant T moins 1. Sur 100. Sur quoi? Sur IPC Sur l'indice des prix à la à l'instant L'indice des T moins prix 1. de la consommation T moins 1 fois T 100. moins 1. Le taux multiplié Le par taux combien? multiplié par Le 100. taux multiplié par 100. par 100. Alors là, je précise que vous n'avez absolument pas d'excuse au niveau de la maîtrise des concepts de base, notamment les agrégats macroéconomiques. Donc, bien sûr, vous aurez par la suite à passer des concours au niveau des masters. Et là, ce sont des concepts de base que vous êtes censé maîtriser. Si on vous dit quelle est la définition de l'inflation, comment se calcule l'inflation, qu'est-ce qu'on n'entend pas, c'est quoi l'indice des prix à la consommation, à l'instar des autres éléments, comment se calcule le taux de croissance, comment se calcule le PIB, etc. Les concepts de base d'économie, vous êtes censé les maîtriser. Et il se peut que vous soyez éliminé directement si on vous pose des questions simples sur les concepts de base et vous ne les maîtrisez pas. Très bien. Donc là, nous avons au départ dégagé la chose suivante. Nous avons dégagé que S est égal à P sur P étoile. S, nous avons dit c'est quoi? S, c'est quoi? Cours de change. Cours de change. P, c'est quoi? C'est le prix des biens domestiques. Et le niveau des prix domestiques. Les biens domestiques. P étoile, c'est quoi? Le niveau des prix à l'étranger. Le niveau des prix à l'étranger, exact. Alors là, nous avons déjà une première relation. Alors cette première relation, c'est ce qu'on appelle la relation de la parité du pouvoir d'achat absolu. PPA absolu. La PPA absolue. Donc, quelle est la formule de calcul de la PPA absolue? S est égal à P sur P étoile. Avec S, c'est le cours de change. P, c'est le niveau des prix domestiques. Et P étoile, c'est le niveau des prix à l'étranger. Et le niveau des prix, il est mesuré par l'indice des prix à la consommation. Très bien. Alors là, on va déjà commencer à analyser et à présenter notre objectif. Nous avons dit, nous cherchons à travers ce chapitre à dégager les déterminants du cours de change. Alors, à partir de ce que vous avez devant vous, quels sont les deux premiers déterminants du cours de change en se basant sur la relation de la PPA? Le niveau des prix à l'étranger et le niveau des prix domestiques. Très bien. Donc, nous avons deux variables qui déterminent le niveau du cours de change. Alors, nous avons le prix domestique et le prix à l'étranger. Maintenant, toute augmentation de P, qu'est-ce qu'elle doit entraîner? Une augmentation de cours de change. Une augmentation de S. Et qu'est-ce qu'on entend par une augmentation de S? Est-ce qu'il s'agit d'une appréciation ou bien d'une dépréciation de la monnaie nationale? Dépréciation de la monnaie nationale. Dépréciation de la monnaie nationale. Très bien. Donc là, à retenir, une augmentation de P entraîne une augmentation de S. Sa signification, toute augmentation des prix domestiques se matérialise par une dépréciation de la monnaie nationale. Maintenant,
une augmentation de P étoile, qu'est-ce qu'il doit entraîner? Diminution du Diminution du S. Diminution de S. Diminution de S. Et une appréciation de la monnaie nationale. Très bien. Maintenant, si je regroupe les deux, le prix domestique et le prix à l'étranger. Alors là, une augmentation de P sur P étoile, qu'est-ce qu'il entraîne? Corrélation positive. Donc, c'est une corrélation positive. Toute augmentation de P sur P étoile entraîne une augmentation de S. Et évidemment, une augmentation de P sur P étoile entraîne une augmentation de S. Qu'est-ce qu'on entend par une augmentation de S? C'est une dépréciation de la monnaie nationale. Et partant de là, je dirais la chose suivante. Une augmentation des prix domestiques relativement au prix à l'étranger entraîne quoi? Une dépréciation de la monnaie nationale. Donc, vous l'écrivez, une augmentation des prix domestiques relativement au prix à l'étranger entraîne une dépréciation de la monnaie nationale. Et nous avons dit, la corrélation, c'est une corrélation positive ou une corrélation négative? Positive. Une corrélation positive. Très bien. Maintenant, je peux développer davantage cette équation et je peux écrire la chose suivante en relation avec les anticipations. Je peux écrire la chose suivante. Je peux écrire que SA. Alors là, c'est quoi SA? SA, ce n'est rien d'autre que le cours de change anticipé. SA moins S. Donc là, j'analyse en termes de variation. SA moins S. SA moins S. Bien sûr, il suffit d'appliquer les taux de variation de l'autre côté. SA moins S, il sera égal à la chose suivante. Il sera égal à pi moins pi étoile. Nous avons dit c'est quoi pi? Et c'est quoi pi étoile? Taux d'inflation. Taux d'inflation. Pi, c'est quel taux d'inflation? Le taux d'inflation domestique. C'est le taux d'inflation, bien sûr, domestique. C'est le taux d'inflation domestique. Moins quoi? Moins pi étoile. C'est quoi pi étoile? Le taux d'inflation à l'étranger. Taux d'inflation à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? On peut dire que les fluctuations des cours de change, elles dépendent de quoi? Elles dépendent de l'évolution des taux d'inflation domestique qui est à l'étranger. Et je précise que pi moins pi étoile, on l'appelle le différentiel d'inflation. Pi moins pi étoile, vous mettez, c'est le différentiel d'inflation. Et à votre avis, toute augmentation de pi moins pi étoile, qu'est-ce qu'il doit entraîner? S, c'est le cours spot, il est connu. SA, c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons à anticiper le cours de change. Et partant de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Toute anticipation d'augmentation du taux d'inflation domestique par rapport au taux d'inflation à l'étranger, qu'est-ce qu'il va entraîner? Une augmentation de SA ou une baisse de SA? Une augmentation. Augmentation de SA. Et l'augmentation de SA, c'est une appréciation ou c'est une dépréciation de la monnaie nationale? Dépréciation. Dépréciation. C'est une dépréciation. Nationale. Donc, une autre fois, qu'est-ce qu'on peut dire? Toute augmentation des taux d'inflation domestique, donc vous l'écrivez, toute augmentation de la monnaie nationale. Exact, toute augmentation du taux d'inflation domestique par rapport au taux d'inflation à l'étranger se solde par
une dépréciation de la monnaie nationale. Se solde par une dépréciation de la monnaie nationale. Une autre fois, la corrélation, cette fois-ci, entre le différentiel d'inflation et le cours de change anticipé, est-ce que c'est une corrélation positive ou c'est une corrélation négative? Une corrélation positive. Corrélation positive. Corrélation positive. Corrélation positive. Très bien, une corrélation positive. Alors là, comment on appelle cette relation de la parité du pouvoir d'achat? On l'appelle PPA relative. PPA relative. PPA relative. Alors la PPA relative, bien sûr, il explique la variation du cours de change par le différentiel d'inflation. Et tout cela, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les fluctuations du cours de change s'expliquent par l'évolution des taux d'inflation. La variation du cours de change s'explique par l'évolution des taux d'inflation domestiques et à l'étranger. Et on récapitule en disant la chose suivante. La parité du pouvoir d'achat nous permet de dégager un premier déterminant du cours de change. Il s'agit du différentiel d'inflation. Et toute augmentation des prix domestiques par rapport au prix à l'étranger se solde par une augmentation du cours de change et une dépréciation de la monnaie nationale. Alors, on continue et on passe à la suite. Alors là, j'arrête le partage. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, comment on l'appelle? SA? Le cours de change. SA, c'est le cours de change anticipé. IS, c'est le cours de change spot ou le cours de change au comptant. Donc, je reviens au partage. Donc, je répète, SA ici, c'est le cours de change anticipé. IS, c'est le cours de change au comptant. Et bien sûr, SA moins S sur S, c'est la variation du cours de change. Et cette variation du cours de change doit dépendre de l'évolution ou de l'anticipation du taux d'inflation domestique et du taux d'inflation à l'étranger. Et ça nous donne la relation de la PPA relative. On continue et on passe à la suite du cours. Alors, pour la suite du cours, je m'interroge maintenant sur la validité de la relation de la parité du pouvoir d'achat. Alors là, vous avez la loi des prix uniques, comme on l'avait défini. Ensuite, vous avez la relation de la parité du pouvoir d'achat absolu. Et la formule, c'est S est égal à P sur P étoile. S, c'est le cours de change. P, c'est le niveau des prix domestiques. Et P étoile, c'est le niveau des prix à l'étranger. Et ensuite, nous avons la relation de la PPA relative qui stipule que la variation du cours de change s'explique par le différentiel d'inflation avec une corrélation positive. SA, c'est le cours de change anticipé. S, c'est le cours spot ou le cours au comptant. Et Pi moins Pi étoile, c'est le différentiel d'inflation.
Pi, c'est le taux d'inflation domestique et P étoile, c'est le taux d'inflation à l'étranger. Maintenant, si on s'intéresse à cette relation de la parité du pouvoir d'achat, bon, bien sûr, vous avez un cours d'économétrie et l'économétrie, il permet de confronter la théorie avec la réalité, ou en principe, il permet de vérifier la validité des relations théoriques ou des aboutissements théoriques, mais sur le terrain. Alors là, les travaux empiriques, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de la relation de la parité du pouvoir d'achat? Généralement, cette relation de la parité du pouvoir d'achat, il est rejeté à court terme, mais il est dans plusieurs travaux validé à long terme. Je répète, la relation de la parité du pouvoir d'achat, empiriquement, il est la plupart du temps rejeté pour le court terme, mais il est validé lorsque les analyses sont des analyses de long terme. Alors là, qui sont les facteurs qui expliquent ces problèmes de validation de la relation de la parité du pouvoir d'achat? Bien sûr, nous avons un certain nombre de conditions de base. Il faut que ces conditions de base soient respectées. Et je vous ai dit, parmi les conditions de base, nous avons la concurrence pure et parfaite, l'inexistence des coûts de transaction et l'inexistence des barrières à l'échange. Et ces conditions ne sont que très difficilement vérifiées, ou je dirais que ces conditions ne sont que très rarement vérifiées sur le terrain. Et partant de là, on peut dire que les facteurs explicatifs de la non-validité de la relation de la parité du pouvoir d'achat sont, premièrement, l'existence des barrières à l'échange. Partout dans le monde, nous avons des barrières à l'échange. Ces barrières peuvent être quantitatives, notamment les droits de douane, comme ils peuvent être qualitatives. On impose aujourd'hui, par exemple, des certificats, on impose des normes à respecter, on impose des certificats de traçabilité, etc., pour qu'on puisse accepter l'exportation d'un certain nombre de biens. En plus de cela, nous avons des quotas qu'il faut respecter et nous avons aussi des droits de douane qui sont imposés. Et partant de là, on peut dire que partout dans le monde, il y a des barrières à l'échange. Ensuite, les transactions internationales, et c'est complètement logique, ils se soldent par des coûts de transaction et des coûts de transport. La condition ou l'hypothèse de travail de la concurrence pure et parfaite, c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée dans la réalité, de fait qu'il est très difficile que les postulats de la concurrence pure et parfaite soient vérifiés. Une autre explication qui peut être donnée, c'est la différence internationale de mesure des prix. Autrement, on utilise des méthodes complètement différentes pour le calcul du niveau des prix et partant de là, on devrait s'attendre à une non-validité du pouvoir d'achat. Autrement, il est difficile de comparer les prix si les méthodes de calcul ne sont pas homogènes. Or, dans la réalité, ces méthodes ne sont jamais homogènes. Et vous avez eu un cours d'économétrie. Il est difficile de savoir qui explique l'autre. Donc là, en économétrie, vous avez une variable dépendante qui est censée être endogène, une variable explicative ou indépendante qui est censée être exogène. Ici, lorsqu'on dit taux de change et taux d'inflation, il est difficile de dire qu'une de ces variables est exogène.
Encore, on peut dire que le taux d'inflation dépend du taux de change et le taux de change dépend lui-même du taux d'inflation. Et partant de là, nous avons une simultanéité de détermination. Mais je précise que les développements économétriques permettent de résoudre ce problème. Et aujourd'hui, bien sûr, on a des modèles très développés qui peuvent permettre de prendre en considération l'endogénéité de l'ensemble des variables. Nous passons maintenant à la deuxième théorie et à la deuxième relation. C'est la relation de la parité du pouvoir d'achat. Relation de la parité du taux d'intérêt. D'une manière très simple, la relation de la parité du pouvoir d'achat détermine le cours de change par le différentiel d'inflation. Et j'anticipe et je dirais la chose suivante. La relation de la parité des taux d'intérêt détermine le cours de change par le différentiel d'intérêt. Donc voilà le principe de base. Autrement, les fluctuations du cours de change ou l'évolution du cours de change est expliquée par le différentiel d'intérêt. Si c'est l'aboutissement de la relation de la parité du pouvoir d'achat. Alors là, je vais essayer de vous expliquer quel est le principe. Le principe est le suivant. La parité du pouvoir d'achat considère que lorsqu'on fait un placement en monnaie domestique ou un placement à l'étranger en monnaie étrangère, le résultat final sera le même. Je répète, le principe de base de la parité du taux d'intérêt est le suivant. Un placement d'un même montant pour une même durée en monnaie nationale ou en monnaie internationale permettra de dégager un même rendement ou un même capital constitué. C'est la parité du taux d'intérêt. Alors, je répète, qu'est-ce qu'il nous dit? La relation de la parité du taux d'intérêt. Le principe, c'est que un placement en monnaie nationale et en monnaie étrangère ne permettra de réaliser un même rendement. Alors, j'ai commencé ici par le placement en monnaie nationale, en maths. Je précise que nous sommes dans un exemple purement pédagogique. Je répète, nous sommes en présence d'un exemple purement pédagogique. Pourquoi? Parce que il faut respecter la réglementation de change. Et notre réglementation de change ne nous permet pas aujourd'hui de faire des placements à l'étranger. Et partant de là, j'aimerais une autre fois préciser que pour nous, il s'agit d'un exemple purement pédagogique. Donc là, j'ai dit, j'ai la possibilité de faire un placement en euros, un placement en dirham et un placement en euros. Un placement en euros. Alors, on dispose d'un capital C en marocain dirham.
Alors là, je vais essayer de passer au math type. Très bien. Alors, je vais mettre au départ CMAD. Vous écrivez en même temps avec moi. Vous prenez, s'il vous plaît, les éléments. CMAD, c'est le capital initial en marocain dirham. Donc, 2 points. CMAD, vous écrivez capital initial en marocain dirham. Si je le place, bien sûr, en dirham, je recevrai à la fin de la période, je recevrai le capital constitué. Capital constitué en marocain dirham. Donc, capital constitué en marocain dirham. Donc, vous mettez CMAD, c'est le capital constitué en marocain dirham. Dites-moi à quoi est égal le capital constitué en marocain dirham. À quoi est égal le capital constitué en marocain dirham? Quel est le capital initial qu'on a placé? Je vous écoute. Quel est le capital initial? C'est 0. C'est bon, on l'a appelé, nous, comment on l'a appelé dans notre cas? CMAD. CMAD, très bien. CMAD, c'est le capital qu'on a placé en dirham. Et à la fin de la période, qu'est-ce qu'on va recevoir? Le C'est capital CMAD. constitué. Alors, à quoi est égal CMAD? Égal à CMAD fois 1 plus... monsieur... De manière, oui, c'est correct, mais le cas le plus simple. Le cas le plus simple, je mettrai la chose suivante. C'est contrôle. Donc là, j'aurai le capital constitué en marocain dirham. Il sera égal au capital initial auquel on doit ajouter. Monsieur, quoi? Auquel on doit monsieur, ajouter je ne vois rien. Monsieur, Problème de partage. Oui, monsieur, il y a un problème dans le partage. D'accord. Et maintenant? Maintenant, c'est bon. Très bien. Alors, vous avez CMAD. J'ai dit, c'est quoi CMAD? C'est le capital initial en marocain dirham. CMAD, c'est le capital constitué en marocain dirham. Et nous avons dit, CMAD, il est égal à quoi? Il est égal au capital en marocain dirham auquel on ajoute les intérêts. Donnez-moi la formule du capital constitué. Donc là, vous avez dit C0 et CN. À quoi est égal CN? À quoi est égal CN? C'est 0 plus les intérêts. C'est 0 plus les intérêts. Ou encore la formule globale. À quoi est égal CN? Monsieur, Oui. égal à C0 plus fois 1 plus le taux à la puissance n. Très bien. Donc, Cn est égal à C0 multiplié par combien? Multiplié par 1 plus T. Puissance n. À la puissance combien? Puissance N. À la puissance n. La puissance n. À la puissance n. Très bien. Alors, c'est quoi Cn? C'est quoi C0 au départ? CMAD. C'est le capital initial. C'est quoi Cn? Capital constitué. Capital constitué. C'est quoi le T? Le taux. Le taux d'intérêt. Taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. N, Le nombre d'années. le nombre La d'an- durée. ou la durée. Est-ce qu'il s'agit ici des intérêts simples ou des intérêts composés?
Composé, composé. Il s'agit des intérêts, bien sûr, composés. Est-ce que c'est le court terme ou est-ce que c'est le moyen et le long terme? Le moyen et le long terme. C'est le moyen et le long terme. Très bien. C'est le moyen et le long terme. Alors, dites-moi maintenant, à partir de tout cela, à quoi est égal le capital constitué en marocain dirham? C'est très simple. Qu'est-ce que j'aurai? Égal le capital initial. À la puissance n. Donc là, est égal au capital en marocain dirham, multiplié par combien? Facteur de 1 Plus t. À la puissance n. n. à la puissance n. Très bien. 1 plus t à la puissance n. 1 plus t à la puissance n. Très bien. Donc, tout cela, en principe, vous allez le mettre au niveau de la première case. Tout cela, c'est au niveau de la première case, c'est-à-dire le placement en marocain dirham. Maintenant, la deuxième case. Deuxième case, c'est le placement cette fois-ci en euros. Placement en euros. Alors là, au départ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le placement en dirham. Je n'arrêterai pas de préciser qu'il s'agit d'un exemple pédagogique. Alors là, nous avons dit qu'est-ce qu'il nous dit la relation de la parité du pouvoir d'achat. Il nous dit que le placement d'un même montant pour la même durée en deux monnaies différentes permettra de réaliser un même capital constitué ou un même rendement. Ça signifie quoi? Ça signifie que on dispose de quoi? On dispose du CEMAD. CTRL-C, CTRL-V, on dispose du CEMAD, un même capital. Alors, pour qu'on puisse le placer à l'étranger, quelles seront les étapes? Conversion de la monnaie domestique. En quelle monnaie? En monnaie étrangère, en euros. Très bien. Donc, première phase, première étape. Première étape. Donc, vous écrivez première étape. Conversion en monnaie nationale. Pardon. Conversion de CEMAD en monnaie internationale. International. Conversion de CEMAD. Conversion de CEMAD en euros. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le capital en euros. À quoi il sera égal ce capital en euros? Au capital constitué en dirham. CEMAD sur S. Exact. CEMAD multiplié par n. Très bien. Le cours de change. Multiplié. C'est pas multiplié, c'est divisé. Divisé. Donc, c'est le capital en marocain dirham, CTRL-C, par le tout divisé par S. Deuxième étape, donc vous écrivez deuxième étape. Quelle sera la deuxième étape? Placement en euros. Très bien. Placement, deuxième étape, placement en euros. Placement en euros. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la chose suivante. Je vais reprendre la même formule, mais cette fois-ci, attention, je vais remplacer le mat par l'euro. Par l'euro. Par l'euro. Exact. Alors, capital constitué en euros, il sera égal au capital en euros multiplié par 1 plus t à la puissance n. Mais, est-ce que le taux d'intérêt domestique est égal au taux d'intérêt à l'étranger?
Non. Non. Ici, non. Partant de là, il faut remplacer T par quoi? T étoile. T étoile. C'est quoi T étoile? C'est le taux C'est d'intérêt à le taux d'intérêt à l'étranger. l'étranger. T étoile, c'est le taux d'intérêt à l'étranger. T étoile, Monsieur. c'est le taux d'intérêt à l'étranger, oui. Donc, on n'aura pas le même montant. Là, je n'ai pas encore terminé l'analyse. Je suis au début de mon analyse. C'est bon. On continue. Alors là, pour qu'on puisse faire la comparaison, il faut une autre fois convertir, mais cette fois-ci en monnaie nationale. Pour avoir le même montant, pour voir est-ce qu'on aura le même montant ou non. Ou pour avoir le même montant selon la parité du taux d'intérêt. Donc, troisième étape. Troisième étape. Qu'est-ce sera la troisième? Conversion en monnaie Conversion en capitale Donc, constituée reconversion en monnaie nationale. Reconversion en monnaie nationale. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai dans ce cas-là? J'aurai Le capital anticipé en euros. Constitué. Mais pas en euros. Ça serait le capital constitué en quoi? en MAD. En MAD. Qui sera égal à quoi? Le capital constitué en euros multiplié par le cours de change. Le capital constitué en euros factoriel Le capital constitué en euros, c'est le capital constitué en euros. Au départ, pour convertir en monnaie internationale, on a divisé par S. Maintenant, pour convertir on multiplie en monnaie nationale, on va multiplier par SA. Très bien, par SA. Pourquoi le cours de change anticipé. Le cours de change anticipé. Exact. Pourquoi? Parce que, évidemment, on n'aura pas le même cours. Donc là, S, c'est le cours à l'instant 0, mais le cours qu'on va utiliser, c'est le cours à l'instant N. Et ce cours à l'instant N, on va l'appeler SA. Très bien. Ensuite, je peux remplacer chaque élément par sa valeur et j'aurai la chose suivante. J'aurai le capital constitué en marocain dirham. Il sera égal. Maintenant, je peux remplacer ces euros par sa valeur. À quoi est égal le capital en euros? Capital constitué. C'est MAD sur S. Initial en dirham divisé par S. Divisé par S. CTRL V. Donc, voilà notre formule. Donc, voilà notre capital constitué. Alors là, vous encadrez cette formule et vous encadrez aussi cette formule. C'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? La relation de la parité du pouvoir, la relation, pardon, de la parité du taux d'intérêt. Il nous dit que les deux capitaux constitués doivent être identiques, doivent être les mêmes. Alors là, s'ils doivent être les mêmes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que... On va simplifier. Alors là, j'aurai CMAD facteur de 1 plus t à la puissance n. Ça sera égal. C'est le premier capital constitué. C'est le premier capital constitué. Il sera égal à combien? Il sera égal au deuxième capital constitué. Qui est le deuxième capital constitué? Le deuxième capital constitué, c'est MAD sur S multiplié par 1 plus T étoile à la puissance n fois le cours de change anticipé. Très bien. Donc déjà, on a la possibilité de simplifier. Et on peut simplifier par quoi? Par le capital en maths. Alors, je vais reprendre la même formule et ensuite, je vais simplifier. Alors, je simplifie. On va simplifier par quoi? Par CMAT
Le capital. Et ici, je vais remplacer le capital MAD par combien? Par 1. Par 1. Très bien, par 1. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on cherche à calculer? On cherche à avoir une idée sur SA, notamment relativement à S. Et je peux avoir la chose suivante. Je peux avoir SA sur S. Je peux avoir SA sur S. SA sur S est égal à quoi? Égal 1 plus T C'est égal à 1 plus T à la sur puissance N sur 1 1 plus T étoile à la puissance N. puissance N. Exact. Donc, est égal à combien? 1 plus T. 1 plus T à la puissance N divisé par 1 plus T étoile. 1 plus T étoile. Et par à la puissance n. Alors là, si vous prenez T est égal à 1, qu'est-ce que vous aurez? SA sur S est égal à combien? 1 plus T divisé par 1 plus T étoile. Alors, si on utilise encore davantage des éléments que du développement limité, et là, je vais simplifier l'analyse. Alors, j'aurai la chose suivante. En développant, j'aurai la chose suivante. J'aurai SA moins S divisé par quoi? S. Divisé par S. Qui n'est rien d'autre que la variation du taux de change. Alors là, en faisant appel au développement limité, je trouverai la chose suivante. Il sera égal à combien? À T Moins T étoile. T moins T étoile. Alors là, c'est ce qu'on appelle la relation de la parité du taux d'intérêt non couverte. C'est la relation de la parité du taux d'intérêt non couverte. Parité du taux d'intérêt non couverte. C'est la relation de la parité du taux d'intérêt non couverte. Alors là, qu'est-ce qu'on arrive à dégager à partir de cette relation de la parité du taux d'intérêt non couverte? Alors, une autre fois, vous allez constater la chose suivante. Vous allez constater que l'évolution du cours de change ne dépend ici que d'une seule variable. Quelle est cette variable? C'est le différentiel Du taux d'intérêt. C'est le différentiel des taux d'intérêt. Une autre fois, nous avons une corrélation positive. Bien sûr, je reviendrai par la suite pour vous dire que les monétaristes rectifient ce sens de corrélation, mais dans des conditions bien précises. Donc, SA moins S sur S, c'est ce qu'on appelle la parité de taux d'intérêt non couverte. Maintenant, d'une manière très simple, lorsque on se couvre, c'est-à-dire ici, lorsque je fais appel au contrat à terme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment on a défini le cours à terme? Le cours à terme, comment on l'a défini? Monsieur, tu nous as dit la séance tu nous as dernière que... شوف أولدي ما تنقولوش الأستاذ ديالك tu nous as dit. Ah, désolé, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Allez, je vous écoute. Alors là, le cours à terme, nous avons dit, c'est un cours qui est fixé immédiatement, mais utilisé pour l'achat
ou la vente de la devise, quand est-ce? Qu'est-ce que c'est immédiatement ou à l'échéance? À l'échéance. Immédiatement. À l'échéance. À l'échéance. Attention, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Vous devrez commencer à réviser vos cours. Donc, le cours spot, c'est un cours qui est fixé immédiatement et qui est utilisé immédiatement pour l'achat et la vente des devises. Par contre, le cours à terme, c'est un cours qui est calculé immédiatement ou fixé immédiatement, mais qui doit être utilisé à l'échéance pour l'achat et la vente de devises. Donc ici, à la place de SA, lorsque vous faites le placement en euros, alors là, à l'échéance, au SA, on va utiliser F. F, c'est quoi? C'est un cours à terme. C'est un cours qui est fixé immédiatement et qui doit être utilisé à l'échéance. Donc là, je peux dégager une autre forme de la relation de la parité du taux d'intérêt. Il suffit de remplacer SA par quoi? Par F. Alors, si je remplace SA par F, ça signifie que, évidemment, je fais appel au cours à terme au lieu du cours spot à l'échéance. Et dans ce cas-là, j'aurai F moins S sur S est égal à T moins T étoile. Et ça nous donne cette fois-ci la parité du taux d'intérêt couverte. Relation de la parité du taux d'intérêt couverte. Mais dans les deux cas, le principe il est le même, qui est le déterminant principal et du cours de change anticipé et du cours à terme, selon la parité Le différentiel du taux d'intérêt. La corrélation, est-ce que c'est une corrélation positive ou une corrélation négative? Corrélation positive. Corrélation positive. Positive, très bien. Alors là, je vais écraser ou effacer tout ce que nous avons sur la diapositive. Je crois que vous avez pris note de tous les éléments. Et je vais essayer de faire une même analyse, la même analyse. Alors, j'aimerais bien que vous suivez avec moi. Je précise que je vais démontrer un élément qu'on va utiliser dans tout ce qui va venir dans la suite. Alors là, ce que je vais essayer de dégager, c'est le cours à terme. Comment se calcule le cours à terme? F. La formule, je vais la démontrer une fois pour toutes et on va l'utiliser pour la partie technique qu'on verra ensemble à partir de la séance prochaine, Inch'Allah. Faites vraiment attention. Je précise que cette partie technique, il va compter pour 50 jusqu'à 55% de votre examen, ou de 50 jusqu'à 60%. C'est-à-dire les séances qui vont venir, c'est des exercices qu'on va faire ensemble de cette même méthode que j'ai utilisée aujourd'hui. Mais évidemment, c'est des exercices et vous êtes censé les suivre correctement. Parmi les concepts dont j'aurai besoin, c'est le cours à terme. Sauf que cette fois-ci, pour ce cours à terme, j'en aurai besoin pour le court terme. Et lorsqu'il s'agit du court terme, on n'utilise pas les intérêts composés. On utilise des intérêts simples. Et les formules d'intérêt simples s'écrivent de la manière suivante. La première formule, c'est I est égal à C fois T fois N. Donc, vous prenez en même temps avec moi les démonstrations, s'il vous plaît.
C fois T fois N divisé par 100. I, c'est le montant global des intérêts. Grand C, c'est le capital initial. N, c'est la durée exprimée en années. Et T, c'est le taux d'intérêt annuel. Donc, je répète, I, c'est le montant global des intérêts. Grand C, c'est le capital initial. N, c'est la durée exprimée en années. Et T, c'est le taux d'intérêt annuel. Maintenant, si je fais un placement, mais cette fois-ci en mois, alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la formule C fois T fois N divisé par 1200. 1200. 1200. Alors là, M, c'est la durée exprimée en mois. Ce qui s'ajoute ici, donc tout ce qui s'ajoute, c'est M, c'est la durée exprimée en mois. T, je précise, c'est un taux annuel, ce n'est pas un taux mensuel. Et lorsque je le divise par 12, qu'est-ce que ça doit me donner? Le taux mensuel, à travers ce qu'on appelle la méthode des taux proportionnels. Donc, je répète, T, c'est le taux d'intérêt annuel. Divisé par 12, il devient le taux d'intérêt mensuel. Troisième formule, c'est I est égal à C fois T fois J divisé par 36 000. Ce qui va s'ajouter ici, c'est le petit j. Et le petit j, c'est la durée exprimée en jours. En jour. En jours. Très bien. Alors, vous allez faire la même chose. On va appliquer la relation de la parité du taux d'intérêt. Et le principe, c'est que nous aurons deux placements. Un premier placement en dirham et un deuxième placement en devises. On prendra le cas de l'euro. Notre objectif, c'est de dégager à quoi est égal le cours à terme. Très bien. Donc, grand I est égal à C fois T fois J divisé par 36 000. Si je vous dis quelle est la formule la plus utilisée parmi ces trois? La première, la deuxième ou la troisième? La première. La première. La première. La deuxième. La deuxième. Alors là, ce n'est ni la première, ni la deuxième. Celle qui est la plus utilisée, c'est la troisième. Pourquoi? Parce que lorsque je dis le court terme, c'est inférieur à l'année. Et lorsque je dis inférieur à l'année, la durée est généralement exprimée en jours. Et partant de là, la formule la plus utilisée, c'est la troisième. Et c'est elle qu'on va utiliser. Et cette fois-ci, au lieu des intérêts composés, on va utiliser les intérêts simples pour dégager le cours à terme, qui s'applique pour des opérations de court terme, c'est-à-dire dont la durée est inférieure à l'année. Donc, on a deux possibilités, placement en dirham et le placement à l'étranger. Donc, de la même façon, vous mettez le capital CEMAD, c'est le cap. Donc, premièrement, placement en dirham. CEMAD, c'est le capital initial en marocain dirham. Maintenant, le capital constitué en marocain dirham, il sera égal à quoi? Il sera égal à CEMAD. Qu'est-ce qu'on doit lui ajouter? On doit lui ajouter le montant des intérêts. Très bien. Ce qui va me donner que CEMAD, c'est CEMAD Fois T. Il sera égal à CEMAD multiplié par qui est la formule la plus utilisée? Nous avons dit la première, la deuxième ou la troisième? La troisième. La troisième. La troisième. La troisième.
Donc, c'est la troisième. Mais ici, au lieu de C, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons C mod. C'est MAD fois T fois J Mais, multiplié Raja, par vous 300. essayez de désactiver le micro de la personne qui a des problèmes de connexion. Raja? Monsieur. Alors là, il y a quelqu'un qui a un problème de connexion. On n'arrive pas à l'entendre correctement. Si vous pouvez le repérer et de désactiver son micro. D'accord, monsieur. Très bien. Alors, on continue. Alors là, nous avons le capital constituant marocain dirham est égal au capital MAD plus le capital MAD multiplié par T fois J divisé par 36 000. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Je peux... Factorisé par CMOD. Exact. Factorisé par CMAD. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai CMAD. Facteur de quoi? Fois 1 C'est Fois 1. 1 plus T fois J plus sur T fois 36. J sur 36 000. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Vous avez dit 1 plus quoi? Plus Plus T fois J sur 36 Fois 000. J. Soit 6 000. Sans- C'est bien ça? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, voilà notre capital constitué en marocain dirham. Capital en marocain dirham est égal à 1 plus T fois J divisé par 36 000. C'est le capital constitué suite au placement en monnaie nationale. Maintenant, le placement en devise. Et on prendra toujours le cas de l'euro. Donc, placement en euros. Placement en euros. Donc, toujours la même chose. Qui sera la première étape? Quelle sera la première étape? Conversion en monnaie Conversion internationale. en monnaie Très internationale. bien. Donc, vous écrivez première étape, conversion en monnaie internationale. Et la même chose, nous aurons le capital en euros. Il sera égal à quoi? C'est MAD sur C'est S. MAD sur S. Exact. Donc, j'aurai CMAD divisé par S. Deuxième étape. Placement en monnaie internationale. Deuxième étape, placement en euros. En euros. Deuxième étape, placement en euros. Et on va faire la même chose. On va prendre la même formule, sauf qu'on va remplacer le MAD par l'euro. L'euro. Donc là, nous aurons le capital constitué cette fois-ci, au lieu de MAD, j'aurai euro. Ici, la même chose, euro. Mais nous avons dit, il faut faire attention au taux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même taux. Et partant de là, Étoile. ici, Étoile. T étoile. T étoile. Très bien. Alors là, l'étape suivante, troisième étape, C'est la conversion en monnaie nationale. Reconversion en monnaie nationale. nationale. Troisième étape, conversion en monnaie nationale. Et j'aurai le capital constitué en marocain dirham. Il sera égal à cette même somme, mais qu'on va convertir en monnaie nationale. Et au départ, on a multiplié, on a divisé par S. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Multiplié par SA. Forward. Alors, on va multiplier par ce que nous cherchons. Alors, je vous dis, qu'est-ce que nous cherchons? F. Donc, c'est F, le Le forward. forward. On va multiplier par le forward. Forward. Très bien. Dans une étape suivante, on va remplacer le capital
en euros par sa valeur. J'aurai le capital en euros est égal à quoi? Est égal à CMAD sur S. Alors là, vous essayez d'encadrer les principaux résultats. Premier résultat, c'est le résultat suivant. C'est CMAD est égal à CMAD, facteur de 1 plus T fois J divisé par 36 000. C'est lorsqu'il s'agit d'un placement en monnaie nationale. Vous l'encadrez. Deuxième résultat, c'est CMAD est égal à CMAD sur S, facteur de 1 plus T étoile fois G sur 36 000 multiplié par F. C'est lorsqu'il s'agit d'un placement en monnaie internationale. Qu'est-ce qu'il nous dit la parité du taux d'intérêt? Il nous dit que un même montant, placé pour une même durée, en deux devises différentes, doit permettre de réaliser Même rendement. même rendement ou un même capital constitué. Alors, dans notre cas, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons le premier rendement, c'est-à-dire c'est celui-là, qui sera identique au deuxième rendement après placement en monnaie internationale, CTRL V. Alors, voyons, est-ce qu'on peut déjà faire des simplifications? Est-ce qu'on peut Par simplifier? CMAD. Oui, CMAD. Par CMAD, exact. Donc, ici, à la place de CMAD, qu'est-ce que j'aurai? 1. J'aurai 1, exact. 1 sur S. J'aurai 1. Très bien. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? F. Alors, allez-y. Allez-y, vous calculez F. Donc, F sera égal. S. Alors là, S fois... alors là, F, de ce côté, je vais transférer tout le reste vers tout le reste à gauche. Donc, je vais commencer par 1 sur S. S. Je vais le S. transférer à gauche, j'aurai S. S. Multiplié par 1 plus. 1 plus. 1 plus T fois fois J J sur sur 30. 36 000. 1 plus T fois G sur 36 000. Divisé par 1. Divisé Plus par T étoile J sur 36 000. 1 plus 36 000. T étoile J. Soit divisé par 36 000. Une fois pour toutes, cette formule doit être retenue. F est égal à S, facteur de 1 plus T fois G sur 36 000, divisé par 1 plus T étoile, fois J divisé par 36 000. Vous l'encadrez et j'en aurai besoin à maintes reprises lors des séances prochaines. Donc, une fois je vous dis, donnez-moi la formule de calcul du cours à terme, vous allez me donner directement cette formule. F est égal à S, facteur de 1 plus T fois G sur 36 000, sur 1 plus T étoile fois J sur 36 000. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Oui, monsieur. Alors, je récapitule. La loi de la parité du pouvoir d'achat stipule que la variation du taux de change dépend de l'évolution des prix domestiques et des prix à l'étranger. Et la corrélation est une corrélation positive, ce qui signifie que toute augmentation des prix domestiques par rapport aux prix à l'étranger se solde par une dépréciation de la monnaie nationale. Et nous avons aussi vu
que la relation de la parité du taux d'intérêt stipule que cette fois-ci, la variation du cours de change dépend du différentiel d'intérêt ou de l'évolution du taux d'intérêt domestique relativement au taux d'intérêt à l'étranger. Et une autre fois, on constate que la corrélation est une corrélation positive. Autrement, toute augmentation du taux d'intérêt domestique relativement au taux d'intérêt à l'étranger se solde par une dépréciation de la monnaie nationale. Et je vous signale que ce résultat est très controversé. Ce résultat, il est difficile à être accepté. Mais avant de discuter ce résultat, je tiens à préciser que nous avons utilisé la relation de la parité du taux d'intérêt à court terme pour dégager la formule du calcul du cours à terme. Et universellement, on utilise cette formule pour le calcul du cours à terme. F est égal à S, facteur de 1 plus T fois G sur 36 000, divisé par 1 plus T étoile fois G sur 36 000. F, c'est le cours à terme. S, c'est le cours spot. T, c'est le taux d'intérêt domestique. G, c'est la durée. Et T étoile, c'est le taux d'intérêt à l'étranger. Je ferme cette page MathType. Je vais y revenir après. Mais je passe maintenant à la suite du cours. Alors, la suite du cours. Je précise que nous avons vu, bien sûr, les différentes formes du taux d'intérêt. Donc, il suffit de remplacer E ici par S. Vous avez la parité du taux d'intérêt non couvert. Et évidemment, de remplacer SA par F pour trouver la parité du taux d'intérêt non couverte. Et ici, vous avez le résultat principal que j'avais avancé. Et je vous ai dit, c'est un résultat qui est très controversé et très contesté sur le plan pratique. Alors là, je vous demande de bien vouloir me suivre dans mon analyse. Supposons la chose suivante. Supposons que le taux d'intérêt au Maroc est très élevé. Est-ce que nous aurons des entrées de devises pour le placement au Maroc ou des sorties de devises pour le placement à l'étranger? Si le taux au Maroc est très élevé par rapport au taux à l'étranger, est-ce que vous avez intérêt à placer au Maroc ou plutôt vous avez intérêt à placer à l'étranger? Intérêt à placer à l'étranger. Placer à Maroc. Placer à l'étranger. Je répète. Intérêt placer au Maroc. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez lorsque vous placez Un rendement plus élevé. Un rendement plus élevé. Ou à minimiser vos intérêts? Minimiser les intérêts. Minimiser. Je répète. Maximiser les intérêts. Bien sûr, lorsque je place, je cherche à maximiser les intérêts. Par contre, lorsque j'emprunte, minimiser les intérêts. Minimiser les intérêts. Alors là, je reviens à mon exemple. Je vous ai dit, les taux d'intérêt en Maroc sont très élevés par rapport aux taux d'intérêt à l'étranger. Remplacer au Maroc. Intérêt à placer au Maroc ou placer à l'étranger? Placer au Maroc. C'est au Maroc. Et dans ce cas-là, les étrangers auront intérêt à placer
à l'étranger ou à placer au Maroc? Placé au Maroc. Au Maroc. Placé au Maroc. Placé au Maroc. Nous aurons des entrées ou des sorties de devises? Les entrées de Les entrées de devises. L'entrée de devise. De devises, très bien. Et ces devises, ils doivent être convertis en monnaie National. National. nationales. une offre ou c'est une demande de devise? Demande de devise. Je ne sais pas pourquoi vous essayez toujours de répondre sans réfléchir. Alors, lorsque je dis Une offre de devise. Offre de devises. ça signifie bien sûr qu'on va convertir la monnaie étrangère en monnaie nationale, on va vendre des devises. Lorsqu'on va vendre des devises, c'est une offre ou c'est une demande? Une offre de devise. C'est une offre. Sinon, comme ça. Dans ce cas-là, le cours qui est la valeur de la monnaie étrangère en monnaie nationale, est-ce qu'il va augmenter ou bien il va diminuer? Et augmenter. Toujours la même réponse. Toujours pourquoi vous cherchez à répondre sans réfléchir? Lorsque l'offre de la tomate augmente, le prix de la tomate augmente ou diminue? Diminue. La tomate diminue. C'est la même chose. Lorsque l'offre de la devise augmente, qu'est-ce qui se passe pour la valeur de la devise? Il augmente ou il diminue? Diminue. Diminue. Et la valeur de la monnaie nationale, il augmente ou il diminue? Augmente. Augmente. La valeur de la monnaie nationale augmente. Une appréciation ou bien une dépréciation? Dépréciation. de la monnaie nationale. Appréciation. La valeur de la monnaie nationale augmente et vous dites une dépréciation. C'est une appréciation. Appréciation. Une hausse. Alors là, je m'arrête un instant pour revenir au concept. L'augmentation de S nous donne une dépréciation de la monnaie nationale. Et la dépréciation de la monnaie nationale signifie une baisse de la valeur de la monnaie nationale. Maintenant, une diminution de S nous donne une appréciation de la monnaie nationale. Une appréciation de la monnaie nationale signifie une hausse de la valeur de la monnaie nationale. Je vous signale que tout cela, on l'avait discuté et expliqué largement lors des séances précédentes. Alors maintenant, je vais refaire l'exemple depuis le début. Une augmentation des taux d'intérêt en Maroc. Est-ce que ça devrait pousser à placer au Maroc ou à placer à l'étranger? Placé au Maroc. Placé au Maroc. C'est au Maroc. Est-ce que nous aurons des entrées ou des sorties de devises? Entrée. On aura des entrées de devise. Entrée de devise. Une entrée de devise. Est-ce que c'est une augmentation ou c'est une baisse de l'offre de devises? Augmentation de l'offre. Augmentation de l'offre de devises. Augmentation de l'offre de devise. Cette augmentation de l'offre de la devise, qu'est-ce qu'elle doit entraîner? Une baisse ou une augmentation du cours et du prix de cette devise? Une diminution Baisse. de prix de cette devise. Diminution. Lorsque la valeur de la devise baisse, la valeur de la monnaie nationale, elle augmente ou il diminue? La valeur. Il augmente. Elle augmente. Elle augmente. On aura une appréciation de la monnaie Une nationale. appréciation ou bien une dépréciation? Appréciation. Appréciation de la monnaie nationale. Une appréciation de la monnaie nationale. Une augmentation ou bien une diminution de S? Augmentation de. Là, diminution. Non, une diminution de S. Diminution de S. De S. Corrélation positive ou corrélation négative? Négative. Corrélation négative. Négatif. Négative. Une corrélation négative. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a démontré? Qu'est-ce qu'on a démontré à travers la relation de la parité de taux d'intérêt? On a démontré que la corrélation est une corrélation positive. Et que toute augmentation du taux d'intérêt domestique relativement au taux d'intérêt à l'étranger se solde par une dépréciation de la monnaie nationale. Et à travers
cet exemple simple, on a démontré le contraire. C'est pourquoi je vous ai dit ce résultat est un résultat qui est contesté. C'est un résultat qui est controversé. C'est un résultat qui est difficile à être expliqué logiquement. Maintenant, les monétaristes, qu'est-ce qu'ils disent? Les monétaristes, ils disent la chose suivante. Ils disent que lorsqu'on se base uniquement sur le taux d'intérêt, la corrélation est une corrélation positive. Mais si on prend en considération toutes les variables qui déterminent le cours de change, alors dans ce cas-là, la corrélation est une corrélation négative. Je répète. Bien sûr, nous, jusqu'à maintenant, déjà nous avons vu deux variables explicatives. La première variable explicative, c'est le différentiel d'inflation ou le différentiel des prix. Et la deuxième variable explicative, c'est le différentiel d'intérêt. Il y a d'autres variables explicatives. Alors, selon les monétaristes, si on se base uniquement sur le taux d'intérêt, la corrélation est une corrélation positive. Mais si on intègre les autres variables explicatives, alors dans ce cas-là, la corrélation est une corrélation négative. Alors là, le modèle monétaire de base, il faut la réalisation de trois équilibres. Un équilibre sur le marché de la monnaie. L'offre de monnaie doit être égale à la demande de monnaie. Un deuxième équilibre sur le marché des biens. Et il en dégage la relation de la parité du pouvoir d'achat. Et un troisième équilibre, il nous faut un équilibre sur le marché des actifs à travers la relation de la parité du taux d'intérêt. Alors certes, nous, on s'est intéressé à la loi de la parité du pouvoir d'achat. On s'est intéressé à la loi de la parité du taux d'intérêt. Alors là, si je me base uniquement sur la relation de la parité du pouvoir d'achat, le cours de change est déterminé uniquement par le différentiel des prix. Si je me base uniquement sur la relation de la parité du taux d'intérêt ou la loi de la parité du taux d'intérêt, le cours de change doit être déterminé uniquement par le différentiel d'intérêt. Mais dans la réalité, il nous faut plusieurs équilibres et d'une manière simultanée. Le premier équilibre, c'est l'équilibre sur le marché de la monnaie. Il faut que l'offre de monnaie doit être égale à la demande de monnaie. Deuxième équilibre, c'est l'équilibre sur le marché des biens à travers la relation de la parité du pouvoir d'achat. Et le troisième équilibre, c'est l'équilibre sur le marché des actifs à travers la relation de la parité du taux d'intérêt. Ce qui va nous pousser à étendre l'analyse pour dire la chose suivante. Pour dire que le modèle, ou je dirais la relation de la parité du taux d'intérêt et la relation de la parité du pouvoir d'achat ne sont pas suffisantes pour mieux expliquer l'évolution du cours de change. Et partant de là, un des modèles ayant relâché cette idée de considérer le taux de change comme une variable monétaire, expliquée uniquement par des variables monétaires, c'est ce qu'on appelle le modèle de portefeuille. Alors, ce modèle de portefeuille, bien sûr, il commence déjà à donner des premiers résultats. Et ces résultats peuvent être résumés de la manière suivante. C'est vrai que le taux de change ou le cours de change est une variable monétaire, mais
il ne dépend pas uniquement des variables monétaires, mais il peut dépendre aussi d'un certain nombre de variables réelles. Alors, si je combine les variables monétaires et les variables réelles, j'aurai un modèle hybride. Modèle hybride de détermination et de prévision du cours de change. Selon l'approche monétariste, le cours de change est une variable monétaire qui doit être déterminée uniquement par des variables monétaires avec la nécessité de respect de l'équilibre. Premièrement, l'équilibre sur le marché de la monnaie. Offre de monnaie doit être égale à la demande de monnaie. Deuxième équilibre, un équilibre sur le marché des biens à travers la relation de la parité du pouvoir d'achat. Et troisièmement, un équilibre sur le marché des actifs à travers la relation de la parité du taux d'intérêt. Et déjà, on constate l'existence de 3 variables explicatives clés. Première variable explicative, c'est la masse monétaire. Deuxième variable explicative, c'est le niveau des prix. Et troisième variable explicative, c'est le taux d'intérêt. Et puisque l'analyse est une analyse internationale, donc je dirais la première variable explicative, c'est le différentiel des masses monétaires ou des taux de croissance des masses monétaires. Deuxième variable explicative, c'est le différentiel du taux d'intérêt ou différentiel des prix. Et troisième variable explicative, c'est le différentiel des taux d'intérêt. Très bien. Maintenant, on va essayer de regrouper ces variables monétaires, mais on va leur ajouter d'autres variables, mais cette fois-ci, c'est des variables réelles. Alors là, déjà, le premier modèle, c'est le modèle de portefeuille. Et ce modèle de portefeuille indique qu'en plus des variables monétaires, nous avons des variables réelles. Je passe une autre fois en MathType. Je vais effacer tout ce que nous avons ici. Je vais essayer de dégager les éléments qui expliquent d'une manière finale, le cours de change. Donc, le modèle, nous avons dit, c'est un modèle hybride. Alors, hybride, ça signifie bien sûr qu'il peut prendre en considération plusieurs variables. Et dans notre cas, il prendra en considération et des variables réelles et des variables monétaires. Alors là, j'aurai petit s indice t ou petit e indice t, la même chose, comme vous voulez. Prenez en même temps avec moi, s'il vous plaît. E indice t ici, ce n'est rien d'autre que le cours de change. Mais cette fois-ci, c'est un cours de change exprimé en logarithme. Mais bon, ce qui est le plus important pour vous, c'est juste de retenir les variables. Donc, ET, c'est le cours de change à l'instant T, qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Premier paramètre, c'est alpha 0. C'est quoi alpha 0? C'est quoi alpha 0?
Une constante. C'est une constante. Ça signifie que si tous les autres éléments sont égaux à 0, ET n'est pas nul. Nous aurons toujours ET même si tous les autres éléments sont nuls. Ensuite, plus quoi? Plus alpha 1. Je précise que les paramètres alpha, c'est des paramètres à estimer. Alors là, plus alpha 1. Alpha 1. Alors là, je vais commencer par la première variable explicative. Y moins Y étoile. C'est quoi Y d'une manière générale? Bon, vous l'avez vu à maintes reprises dans diverses matières. C'est quoi Y? Le revenu. Le revenu. C'est quoi Y moins Y étoile? La croissance économique. Y moins Y étoile. C'est quoi Y étoile? Différentiel de la croissance économique. Différentiel de croissance économique. La croissance économique. Très bien. Différentiel de revenus ou différentiel de la croissance économique. Alors, je vous pose une question. Lorsque une économie s'enrichit davantage, crée davantage de la richesse, la valeur de sa monnaie elle augmente ou la valeur de sa monnaie diminue? Lorsqu'une économie est en difficulté, qu'est-ce qui se passe pour la valeur de sa monnaie par rapport aux monnaies étrangères? Diminue. Diminue. Lorsque une économie crée davantage de la richesse, qu'est-ce qui se passe pour la valeur de sa monnaie? On aura une augmentation Augmentation. pour sa Une valeur de vie. appréciation ou bien une dépréciation? Appréciation. Une appréciation. Une augmentation ou bien une diminution de S? Augmentation de S. Non, Augmentation de S. non, diminution. Diminution de S. Diminution de S. Diminution de Là, S. malheureusement, vous avez toujours des confusions. Et là, vous n'avez pas intérêt à rester avec ces confusions. Diminution de S. Lorsque la valeur de la monnaie nationale augmente, lorsque la valeur de la monnaie nationale s'apprécie, c'est une diminution de S. Oui, Corrélation positive ou corrélation négative? négative. Corrélation négative. Négatif. Dans ce cas-là, il faut que alpha 1 soit comment, positif ou négatif? On s'attend à ce que alpha 1 soit positif ou négatif? Positif. Une corrélation, puisque c'est une corrélation négative. Négative. Alpha 1 négatif. Non, négatif. Alpha 1 négatif, monsieur. Négatif. Donc ici en bas, vous mettez signe moins entre parenthèses. Ça signifie on s'attend à ce que le signe soit un signe Négatif. plus alors là, le deuxième paramètre à estimer, c'est alpha 2. Alpha 2. Alors ici, j'aurai à la place de Y, j'aurai M. Et vous pensez à quoi directement lorsque on met M? La masse monétaire. Masse monétaire. La masse monétaire. Alors, d'une La manière masse très simple, lorsque la masse monétaire augmente, la valeur de la monnaie nationale baisse ou il augmente? Baisse. Baisse. Appréciation ou dépréciation? Dépréciation. 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 Diminution ou bien augmentation de S? Augmentation de S. Augmentation de S. Augmentation de S. Corrélation positive ou corrélation négative? Corrélation positive. Positive. Donc ici, en bas de alpha 2, vous mettez quoi? Plus. Plus. Et plus. Ensuite, Y moins Y étoile, vous mettez en bas différentiel du taux de croissance économique. Et M moins M étoile, vous mettez différentiel du taux de croissance de la masse monétaire. Plus. Donnez-moi les éléments que nous avons, les déterminants que nous avons dégagés en se basant sur la parité du pouvoir d'achat. Le différentiel Les différents de prix, taux. les différentiels d'inflation. Le différentiel d'intérêt. Là, CTRL C, la même chose.
Ici, j'aurai à la place de alpha 2 un autre paramètre à Alpha 3. 3. Et à la place de M, je peux mettre P. soit Prix. soit P. P moins P C'est étoile. le prix. P étoile. Euh, Et c'est quoi P moins P étoile? Différentiel des prix. Différentiel des Différentiel de des prix. Et qu'est-ce que nous avons dit? La corrélation, elle est positive ou négative? Corrélation positive. Donc, positif. Ça signifie quoi? Ça signifie que toute augmentation des prix domestiques par rapport au prix à l'étranger se solde par une Augmentation de la monnaie nationale. Évidemment, S. une augmentation de S. S. Si vous mettez P moins P étoile, c'est le différentiel d'inflation. Et à la place de alpha 3, vous allez mettre quel signe? Un signe plus ou un signe moins? Plus. Un signe plus. Plus. Très bien. Ensuite, plus, qu'il est bien sûr là. Alpha 4. Bon. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Cette fois-ci, la Taux parité. d'intérêt. Les intérêts. Les intérêts. Donc, j'aurai I. J'aurai I. Moins Ok. I Moins. étoile. Alors, nous avons dit, qu'est-ce qu'ils nous disent les monétaristes? Si j'utilise uniquement les taux d'intérêt, la corrélation est positive. Si Positif. on intègre les autres variables, la corrélation, elle est... Négatif. Donc ici, est-ce qu'on intègre, oui ou non, les autres variables? Oui. Oui. Donc alpha Oui. 4 ici sera comment? Négatif. 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 C'est négatif. On va vous mettre négative, signe moins, et vous mettez I moins et étoile est égal, Différentiel des intérêts. c'est le différentiel d'intérêt. Plus, Des intérêts. alors je vais ajouter un autre... Alpha 5. Alors, alpha 5. Alpha 5. Ensuite, je multiplie par F. Plus, bien sûr, epsilon. Alors là, alpha 5, donc, puisque il fallait mettre T partout, sinon je vais l'éliminer partout. Donc là, soit YT moins YT étoile, etc. Ou je l'élimine partout. Donc ici, il reste epsilon, bien sûr, c'est le résidu. Donc là, vous le connaissez, c'est-à-dire les autres variables non prises en considération. Et il faut que epsilon tend vers 0, ou il faut que l'espérance mathématique de epsilon soit de 0. Maintenant, c'est quoi F? F, c'est soit le solde de la balance commerciale, ou le solde de la balance des paiements courants, ou les réserves de change. Je répète, F, on peut prendre le solde de la balance commerciale, ou le solde de la balance des paiements courants, ou les réserves de change. Alors, je vous demande de bien vouloir me suivre. Supposons qu'on exporte plus. On aura plus d'entrées de devises ou bien plus de sorties de devises. Prenez le temps pour répondre. Si Plus d'entrée de devises. Plus d'entrée de Plus d'entrée de devises. plus d'entrées de devises. Très bien. Dans ce cas-là, nous aurons une augmentation ou bien une diminution de l'offre de devises. Augmentation de l'offre. Augmentation de l'offre de devises. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là pour le cours de la devise? Le prix de la devise, il va augmenter ou bien il va diminuer? Une baisse, monsieur. Une baisse. Une diminution. Nous aurons une baisse de S. Bien sûr, une appréciation de la monnaie nationale. Et la baisse de S, qu'est-ce que ça nous donne? Une corrélation positive ou une corrélation négative? Corrélation négative. Corrélation négative. Vous mettez ici au-dessous de alpha 5 un signe négatif. Sur ce, je termine ce cours. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.